Bon, revenons à nos moutons. Une chaleureuse bienvenue à la 3e séance de notre colloque. Contrairement, je dois ajouter, apparemment, c'est ce que j'ai appris ce matin, il faut faire une référence assez brève à René Descartes. Contrairement au bon sens, selon le mot cartésien, l'art d'assembler n'est une chose du monde bien partagé, le témoignage. Maintenant, plus difficile encore, nous devons apprendre l'art du réassemblage, et j'ajoute réassemblage social. Voici 20 ans, juste avant son arrivée aux Sciences Po, Bruno Latour a fait sortir un ouvrage remarquable et, grâce à Dieu, bref. Reassembling the Social, an Introduction to Actor Network Theory, sorti incompréhensiblement chez Oxford University Press, qui parut ensuite en français l'année suivante sous un titre sensiblement différent, Changer de société, refaire la sociologie. Sous ce titre parlant, on a invité un groupe très distingué d'exprimer leurs réflexions sur le thème « Réassembler le social par l'acteur réseau ». On a invité 3, pas plus, 3 sociologues, un archéologue et un architecte. Et on va commencer, bien entendu, avec l'architecte. Alexandra Arène, je t'invite à la parole. Allô ? Non, c'est bon. Merci Simon pour cette introduction solennelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, comme vous avez compris, je suis architecte, je ne suis pas sociologue. J'ai une thèse en architecture, j'utilise l'acteur network theory, mais je vais essayer cet après-midi de plutôt présenter des expérimentations, un travail collectif que j'ai eu la chance de mener avec Bruno. Donc pas forcément de la théorie, mais plutôt essayer de voir comment l'acteur network est une méthodologie efficace pour rassembler du social, mais aussi de l'écologie. Donc j'ai eu la chance de travailler dans ces collectifs que Bruno aimait à réunir. Il encourageait les personnes à travailler ensemble. J'ai participé au projet de SPIP, j'ai ensuite, qui est un programme de Sciences Po, pour le rappeler brièvement. Ensuite, il m'a introduit aux sciences de la zone critique, donc j'ai pu aussi intégrer un collectif qui s'appelle Oscar. J'ai ensuite pu travailler aux côtés de Frédéric Aïtouati au théâtre, à la trilogie terrestre, et aussi dans le consortium Où atterrir. Donc c'est une série d'expériences qui nous a permis aussi de cofonder un collectif qui s'appelle SOC, SOC, Société d'objets cartographiques, et d'écrire Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Et je vais essayer là de parler. Donc voilà, je vais avoir des images aussi que je vais montrer. Je ne pourrai pas toutes les détailler, mais elles sont un peu le support de ce travail. Et j'aime bien cette image d'Inside, une pièce de théâtre, parce que Bruno nous invite là à atterrir dans la zone critique. Et donc je vais essayer de faire ce lien entre le projet Où atterrir et la zone critique avec ce fil conducteur de l'acteur réseau, en essayant de repérer là où ça apparaît dans ce travail et comment ça a transformé notre travail et aussi la façon dont on a conçu les cartes, puisque notre travail à SOC, c'est aussi de fabriquer des cartographies pour se resituer dans le terrestre. C'est un grand objectif, on n'attend pas toujours, mais voilà, l'idée c'est d'essayer d'approcher ça.
Donc d'abord, je ne peux pas parler d'acteurs réseau sans parler du projet Où atterrir, bien sûr, car ça montre comment cet acteur réseau n'est pas une théorie, mais aussi comment ça permet d'assembler un collectif, comprendre les dynamiques, mais aussi le composer. D'où aussi le manifeste compositionniste qui est en rapport avec ce projet. Le projet Où atterrir, concrètement, ça a été lancé aux alentours de 2018-2019 par Bruno et le consortium. Et la question, c'était comment créer sur un territoire particulier un collectif qui puisse décrire des injustices qu'il subit et qu'il propose des solutions. Et donc ces deux injustices et solutions vont aboutir, constituer à des doléances. Donc ce travail a été fait au sein d'un consortium avec S-Composition, avec Chloé Chantal Latour, avec Sohail Ajmer Baba. Et l'idée, c'était d'inventer une série de procédures qui mélangent sciences, art, politique dans des ateliers en inventant des outils spatiaux et d'enquête. Et il y a un rôle dans ce dispositif qui est important, c'est le rôle de l'assembleur. Et j'en parle parce qu'on est lié à l'acteur réseau. Et l'assembleur, donc, c'est quelqu'un qui a cette injustice et qui veut la porter, donc il va constituer ce collectif. Il va réunir 5 ou 6 personnes. Donc il y a plusieurs assembleurs pour chaque territoire. Il va réunir 5 ou 6 personnes, des personnes qui peuvent l'aider ou bien qui peuvent être des obstacles pour résoudre l'injustice qu'il a sur ce territoire. Pour le projet pilote, Chantal Latour a eu ce rôle d'assemblage. Dans d'autres projets qu'on a pu faire ensuite, par exemple ici à Ris-Orangis, c'était le maire qui se sentait destitué un peu de ses fonctions, enfin qui n'avait plus la légitimité de son point de vue pour exercer. Et donc, le projet s'est constitué à partir de cette préoccupation. Et c'est pour vous dire comment l'acteur réseau est finalement le collectif se crée par assemblage de ces assembleurs. Donc il ramène 5 ou 6 personnes et à la fin ça fait un collectif d'une vingtaine de personnes. Et ensuite on travaille avec l'acteur réseau aussi, puisque chaque participant, ou citoyen expert, on les a appelés, convoque ses alliés et ses ennemis, qu'ils soient grands, petits, humains, non humains, vivants ou non vivants, ça peut être des institutions mais aussi des lois, et ils sont convoqués dans un abac qui est tracé au sol, donc un dispositif de mesure, on va dire, donc là, la boussole, qui les hiérarchise, qui leur donne une valeur, qu'elle soit positive ou négative, qui leur donne du poids, et ensuite on va essayer de retracer les liens qu'ils entretiennent et essayer de voir comment ça peut basculer dans le futur ou bien prolonger des situations qu'on aimerait qu'elles ne se prolongent pas. Donc c'est tout un outil pour essayer de cartographier une gamme de relations avec ce qui nous rend plus forts ou bien ce qui nous affaiblit. Et il s'agit aussi d'être capable de décrire aux autres personnes du collectif ces injustices, et ces autres personnes du collectif peuvent venir en aide la personne et la transformer en action. Au début de chaque expérimentation, on demande qu'est-ce qui est à chaque personne, qu'est-ce qui est menacé de disparaître et pourtant essentiel à votre subsistance. Donc on a vu précédemment, c'était pour des agriculteurs du Limousin, c'était leur ferme d'élevage polyculture. Et là, c'est le mot polyculture qui était menacé. Pour d'autres expériences, par exemple dans le Brésoir, pour la mer, c'était la gestion de l'eau à l'échelle communale. Donc vous voyez, c'est des questions assez concrètes de subsistance vraiment et de capacité d'agir sur un territoire particulier. Donc il y a aussi d'autres outils comme les abacs pour essayer de voir, par exemple là, la question, une des doléances, c'est la perte de confiance dans les institutions. Bon, on voit bien qu'effectivement, c'est d'actualité, toujours encore. Et un exemple, juste pour essayer de donner un peu plus de corps, c'est par exemple là une citoyenne experte qui est aussi femme scientifique, qui avait un problème de financement de la recherche par les grands groupes qui s'infiltrent dans les programmes de recherche. Donc elle a listé toutes les personnes par lesquelles passe ce lobbying. Donc là, ça donne aussi une corporalité concrète à comment se forme le lobby, avec quelles personnes, comment le pouvoir se distribue. Et en face, elle avait ses alliés, les personnes avec plus ou moins de pouvoir, effectivement, et la question, c'était comment mobiliser ce réseau alternatif pour contrer le lobbying. Sa doléance étant une recherche indépendante et forte qu'elle pourra remettre au président de l'université. Dans ce projet, il y a l'importance des rebonds entre les menaces, donc toujours encore la visualisation aussi de ce maillage d'acteurs réseau au collectif provisoire.
et aussi la compréhension qu'il faut insérer dans ce collectif des êtres, des entités, pas forcément humaines, qui importent parce que c'est la réalité aussi de ce qui nous est décrit. Et quand on est dans ce réseau, quand on suit ce réseau, on est dedans, on est inside, comme la pièce que j'ai montrée au début. Il n'y a pas d'extérieur, comme dans le boussole aussi, on a vu, c'est un monde, et on positionne nos entités dedans, et c'est pareil avec les phénomènes des entités non humaines. Et donc avec Bruno, la question c'était comment on peut créer des outils pour rendre compréhensibles ces situations. Donc c'était aussi l'objet de Terraforma, de rendre visibles des entités qui sont invisibles, mais aussi d'avoir une cartographie qui soit de l'intérieur. Et je crois que l'acteur réseau aussi, ça nous permet... voilà, c'est quelque chose qui ne peut se comprendre, que se faire, même un collectif ne peut se créer que de l'intérieur. Donc on a aussi, donc je passe la vidéo de ce modèle qu'on a développé un peu dans ce travail collectif, c'est que la Terre, comme zone critique, n'est pas le globe, il n'y a pas d'extérieur. Donc c'est là que je rejoins où atterrir Acteur Network et zone critique, et on a proposé un retournement des couches traditionnelles de la Terre, et on a placé l'atmosphère au centre et les roches en périphérie, toujours pour dire, voilà, pour essayer avec un outil cartographique, de toucher au fait que la Terre est close, que ce qu'on projette dans l'atmosphère ne s'évapore pas dans l'univers infini, mais retombe toujours sur notre tête. Mais ce qui est important, c'est les cycles qui vont tourner, qui vont régénérer, qui bifurquent, qui peuvent se rompre, donc les cycles biogéochimiques. En discutant, je pense que aussi ce que Bruno Latour cherchait avec ce sujet, c'est de donner une place un peu plus réaliste aux humains dans les cartes. On abandonne le référentiel cartographique de longitude-latitude, cartésien aussi, on en a parlé, et les activités humaines ne sont pas représentées comme une couche au-dessus des autres, mais sont insérées dans les cycles. Donc ensuite, on a développé un code pour essayer de montrer comment ces humains impactent les cycles biogéochimiques. Donc bon, je n'aurai pas le temps de décrire exactement, mais la ligne 7, qui est très différente des autres, montre comment l'humain ramène du carbone des roches en profondeur vers l'atmosphère et comment il y a une désynchronisation du cycle terrestre du carbone. J'espère que j'ai un peu de temps encore. Je pense, donc Bruno Latour avait cette importance pour la zone critique, pour ces sciences qui sont en dehors, mais qui montrent qu'il n'y a pas d'extérieur en dehors de cette fine pellicule à la surface de la Terre qui nous fait vivre. Pour une définition plus longue, je vous invite à voir l'ouvrage de Jérôme Gaillardet. Donc Bruno a enquêté dans ce réseau scientifique et dans les observatoires où il a fait de nombreux terrains. Et donc j'ai commencé à suivre ces terrains dans une thèse. Et ce qui m'intéressait, c'était comment on pouvait basculer d'un paysage décor à un paysage en fait composé d'une multitude d'entités superposées, complexes, animées. Donc toujours regarder de l'intérieur ce qui se passe avec des instruments aussi. Je pense que cette vision, donc passer d'une vision un peu surplombante à une vision à l'intérieur, nous fait passer d'une vision anthropocentrique à une vision peut-être un peu plus cosmopolitique avec des entités avec lesquelles il va falloir négocier. Et donc ces entités, elles sont en fait détectables si on a les bons outils, si on s'équipe. Et en tout cas, c'est ce que font les scientifiques, s'équipent de capteurs, de sensors, qui cherchent à développer en quelque sorte une compréhension de capter les vibrations des sols, capter les mouvements des sédiments, ou la composition des gouttes d'eau, ou la trajectoire en milieu souterrain. La trajectoire des particules d'air, la vie des micro-organismes souterrains. Donc j'en pense encore à la trajectoire des oiseaux pour certains écosystèmes aussi, ou la fonte des neiges, la migration de la flore, la circulation du nitrate ou du soufre, etc. Donc comment regardent les scientifiques avec leurs lunettes radiographiques ou leurs oreilles amplifiées, avec ces capteurs, peut nous aider à appréhender notre Terre, et la tâche qu'on essaye de se donner, voilà, c'est de dessiner ces milieux avec ces nombreux capteurs et avec le référentiel zone critique pour faire surgir ces nouveaux existants à prendre en compte, qui reviennent et qui peuvent déstabiliser nos structures.
C'est vraiment la revanche de Gaïa, pour en reprendre en termes d'Isabelle Stengers, et c'est quelque chose qu'on peut voir sur le terrain. Donc ça a été aussi traduit, cette approche, dans une exposition qui a eu lieu au ZKM à Karlsruhe en Allemagne en 2020, intitulée Critical Zone Observatories for Earthly Politics. Peut-être certains d'entre vous ont vu. Et donc, je conclus. Ouais. Donc juste pour finir, donc, quand je disais la revanche de Gaïa, on le voit aussi, donc à partir de ce travail, j'ai eu la chance de faire de nombreux terrains dans les observatoires de la zone critique et de cartographier ces observatoires. Donc ça peut être les micro-organismes souterrains qui surgissent, donc on ne connaît pas très bien leur rôle et pourtant ils sont plus importants, ces organismes, une biomasse plus importante en souterrain qu'en surface, donc il y a des conséquences aussi pour ce que ça veut dire de comprendre la Terre et ensuite de pouvoir y vivre dedans. Par exemple aussi l'explosion des algues rouges, donc ça c'est un autre terrain dans les Alpes, avec le réchauffement climatique et la fonte des neiges, qui ramène des questions complexes d'écosystèmes. Et enfin aussi un autre observatoire sur l'agriculture, où là c'est l'érosion des sols et la résurgence du nitrate qui passe à travers des lentilles sableuses, comme on les appelle. C'est des endroits où la terre est plus poreuse et tout ce qui se passe en souterrain vont remonter. Voilà. Merci. Je te remercie, c'était magnifique. Je passe la parole à Luc Boltanski, sociologue de l'École des hautes études en sciences sociales. Merci. Comme c'est souvent le cas des grandes œuvres, l'œuvre de Bruno Latour peut être distribuée entre plusieurs périodes et d'ailleurs aussi entre plusieurs disciplines. Pratiquant la sociologie, je parlerai plutôt du Bruno Latour sociologue, et étant sans aucun doute le plus âgé d'entre vous, j'évoquerai ce que l'on peut appeler la première période de Bruno Latour. Je rappellerai l'effet qu'a produit cette œuvre naissante sur les jeunes sociologues que nous étions alors, au moins sur ceux d'entre eux qui ont eu, comme ce fut mon cas, la chance de le croiser et de se familiariser avec sa manière de penser et avec sa personne. Je me contenterai donc ici d'apporter une sorte de témoignage pour faire sentir ce en quoi a pu constituer l'effet Latour, déclenché par sa présence, ses premiers écrits et son style de travail, parmi des jeunes chercheurs gravitant autour de la Maison des sciences de l'homme, cela quand il fut de retour à Paris depuis la côte ouest des États-Unis, vers la fin des années 1970 et au cours des premières années de la décennie 80. J'étais à l'époque depuis peu maître de conférence à l'EHESS et je travaillais au Centre de sociologie européenne que dirigeait Pierre Bourdieu. Il ne s'agit pas d'un détail anecdotique. En effet, la conception que développait ce groupe de recherche s'autodéfinissait par référence au social, avec comme mot d'ordre « tout est social ». Le social, traité comme s'il s'agissait d'une substance spécifique, évoquait principalement, sans être nécessairement clairement défini, des inégalités et des rapports de domination. Ces derniers concernaient surtout les classes sociales, identifiées par le truchement des catégories socio-professionnelles et des statistiques d'État. Le rôle imparti à la sociologie était, dans cette optique, de dévoiler ces rapports de domination supposés cachés aux yeux des acteurs. La sociologie ainsi pratiquée était censée réconcilier son ancrage scientifique et sa volonté critique. Or, c'est précisément ce complexe d'idées que Bruno Latour, en développant une nouvelle approche de la sociologie des sciences, allait profondément ébranler. S'ensuivit un conflit théorique durable
qui a engagé la question de savoir comment se construisait une réalité que, la prenant pour objet, la sociologie qualifiait de sociale. Ce conflit théorique avait aussi une dimension politique. Pour le comprendre, il faut dire quelques mots du rôle imparti à la sociologie et plus généralement à la science dans le fonctionnement de la politique, surtout quand cette dernière se réclamait du progressisme. La science occupait le centre d'un imbroglio, pour reprendre un terme aux résonances latouriennes, où se nouait la référence au peuple, c'est-à-dire à la fois à la nation et aux classes exploitées, la référence à la raison et à la vérité, la référence au progrès et la référence à la justice, c'est-à-dire en l'occurrence surtout au mérite scolaire. Elle occupait par là une place centrale dans l'inconscient collectif du monde universitaire. Dans ce complexe, la science en tant qu'incarnation de la vérité et la sociologie en tant que science s'opposent non seulement à l'illusion religieuse, bien évidemment, mais aussi aux orientations politiques, quand ce sur quoi ces dernières se trouvent qualifiées d'idéologiques. Mais d'un autre côté, la science tend à se substituer à la religion et aussi d'une certaine façon à la politique en tant que fondement légitime de l'ordre républicain et de l'État organisateur. Elle vient remplir le lieu vide, comme dit Claude Lefort, qui, après le rejet du providentialisme, doit néanmoins être occupé pour soutenir la légitimité de l'ordre politique. Ce schéma, qui particulièrement en France sous la Troisième République a été au cœur des luttes politiques, est dans les années 1970 et 1980 toujours très vivace, surtout dans l'université, où il s'est hybridé avec une vulgate marxiste. Cette dernière, articulant le thème de la science à celui de la lutte des classes, oppose plutôt à la pensée bourgeoise, la pensée prolétarienne, et par dérivation oppose la fausse conscience sous laquelle l'idéologie dominante se trouve dissimulée à la science véritable dont les intérêts convergent en quelque sorte naturellement avec ceux du peuple. Durant cette période, cette opposition, encore vivace au temps du stalinisme, a perdu presque tout crédit dans les sciences dites de la nature. Mais elle reste présente dans les sciences sociales, où la référence à la coupure entre science et idéologie a été un thème central des années 1960 et 1970. Or, cet imbroglio prend des formes particulièrement troublantes en sociologie. D'une part, parce que cette discipline, qui se réclame à grands cris de la science, paraît sous le rapport de la scientificité plus fragile que ne le sont les sciences dites dures. Cela même si la sociologie peut recourir, comme ces dernières, aux mathématiques et, pour se donner des faits, à des dispositifs, notamment statistiques, mis en œuvre par de grands instituts d'État utilisant des outils informatiques. Et d'autre part, ou surtout, parce que la matière sur laquelle travaille la sociologie est très proche de celle sur laquelle opère la politique, en sorte que la tension qui habite le double jeu politique avec la science tend, dans le cas de la sociologie, à devenir un problème très difficile à écarter. La sociologie, pour défendre son statut de science, doit mettre l'accent sur le caractère objectif de la position depuis laquelle elle s'exprime, le point de vue de nulle part, et montrer qu'elle a accès à une vérité qui s'oppose à l'opinion partielle et partiale dont se nourrit la politique. C'est cette prétention à l'objectivité qui est le principal soutien
des orientations critiques de la sociologie et qui leur donnent leur force. Mais d'un autre côté, la sociologie doit concilier cette extériorité critique avec la position qu'elle occupe par rapport à l'État progressiste auquel elle apporte, en tant que science, un surcroît de rationalité et de légitimité, ce qui la place au cœur du politique. On comprend bien pourquoi le travail de Bruno Latour devint très vite suspect au regard de la sociologie classique, telle qu'elle était alors façonnée et transmise par les grandes institutions universitaires. Se refusant à donner à la sociologie des sciences la tâche consistant à distinguer les vraies sciences véritablement objectives des fausses sciences polluées par des intérêts sociaux, et par voie de conséquence à faire le tri entre la bonne sociologie vraiment scientifique et la mauvaise sociologie, simple véhicule des idéologies dominantes, Bruno Latour dénouait l'imbroglio qui associait objectivisme et progressisme. En donnant pour objet à la sociologie en tant que science de décrire les associations, quelles qu'elles soient, sur lesquelles reposent les collectifs, et en plaçant les êtres identifiés dans ces associations sur le même plan, un plan d'immanence, aurait dit à la même époque Gilles Deleuze, Bruno Latour se mettait à pratiquer la sociologie à la façon dont, comme le montraient ses travaux dans le domaine de la sociologie des sciences, travaillent tous les vrais savants de toute discipline. Ce faisant, il contribue aussi à défaire la croyance dans le progrès en tant que force interne au mouvement de la modernité. Comment aurait-il pu ne pas être taxé de relativisme, voire de nihilisme? Ouvrant à nouveau le livre de Bruno Latour et Steve Woolgar, Laboratory Life, publié en 1979, et que Bruno a dû m'offrir 1 ou 2 ans plus tard, je lis cette dédicace. Pour Luc, qui est un vrai sociologue, ce livre est un faux sociologue sur de vrais savants. Elle dit tout. La relation très distante de Latour à la sociologie et à ce que font ceux de ses amis qui, comme moi, sont qualifiés de vrais sociologues, ce qui n'est pas vraiment dans sa bouche un compliment, et aussi la position en porte-à-faux entre philosophie et sociologie qu'il occupe lui-même. Le livre est publié dans une collection de sociologie et co-signé par un sociologue. Alors pourquoi se qualifie-t-il de faux sociologue? Mais précisément, à mon sens, parce qu'il a entrepris de briser cette association biscornue entre la science, le progrès et le progressisme qui, pratiquement depuis son origine, habite la sociologie. Et peut-être lui fallait-il être un faux sociologue pour comprendre vraiment ce que font les vrais savants, et d'un même mouvement pour sortir la sociologie de l'imbroglio du social, une notion encore ancrée dans les drames qui furent ceux du XIXe siècle, et rendre cette discipline ainsi libre de se confronter aux drames qui sont maintenant les nôtres. Maintenant, on passe à un vrai archéologue, un professeur émérite du préhistoire européenne, Jean-Pierre Demoule, t'invite. Merci beaucoup. Effectivement, l'archéologie et la préhistoire pourraient paraître loin de l'œuvre de Bruno Latour, mais je vais essayer de vous montrer le contraire, d'autant que celles et ceux qui étaient hier à la première séance, qui ont pu voir le beau film de Johanna Hadji-Thomas, ont pu voir déjà des images de fouilles archéologiques. Et la première fois que j'ai rencontré Bruno Latour, puisqu'on a le même âge à 6 semaines près, c'était en 1976 à Baltimore, au séminaire
du philosophe Jean-François Lyotard, qui était à l'époque mon beau-père, et qui, dans le département de français, faisait partie de la fameuse bande de la French Theory, même si il n'y avait pas beaucoup forcément de points communs entre Derrida, Deleuze, etc., et où Bruno Latour sera plus ou moins incorporé de gré ou de force par son public états-unien. Et donc il présentait son travail sur la vie de laboratoire, qui est, de mon point de vue, un des plus intéressants, montrant comment effectivement les physiciens faisaient pas seulement de la physique, mais aussi faisaient des coups en termes sociologiques, justement, en s'inspirant de ce que disait aussi Lyotard à l'époque, parlant des grands récits et du fait que la science, d'une certaine manière, est aussi une forme de discours circulaire. Et puis je l'ai revu un peu plus tard, c'était toujours en Amérique du Nord, mais cette fois sur une plage californienne, à San Diego, avec Michel de Certeau, où nous avons passé l'après-midi, et ça a été l'occasion aussi, grâce à lui, de rencontrer Shirley Strom, éthologue spécialiste des babouins, et qui montra aussi tout l'intérêt de Bruno, non seulement pour ce que faisaient les humains, mais aussi ce que faisaient ce qu'ils n'appelaient pas encore les non-humains, les babouins. Ce qui était intéressant, c'est que jusque-là, les éthologues, zoologues mâles ne voyaient dans les comportements des sociétés de primates qu'une structure autour des mâles dominants. Et à partir du moment où on a eu également des femmes éthologues, dont justement Shirley Strom, dans son livre Presque humain, Voyage au pays des babouins, quelque chose comme ça, on s'est aperçu que le rôle des femelles chez les primates était tout aussi important. Ça a été complété plus tard par des analyses d'ADN qui ont montré que les bébés singes ne naissaient pas plus des mâles dits dominants que des autres, et qu'en gros les femelles faisaient ce qu'elles voulaient. Et donc cette proximité de fait a fait que lorsque nous avons monté dans le département d'archéologie de l'Université de Paris 1 avec l'ethnologue Pierre Lemonnier et l'archéologue Annick Coudard, un séminaire de longue durée qui s'appelle Culture matérielle, nous avons invité à plusieurs reprises Bruno Latour, qui nous a fait part justement d'un certain nombre d'expériences et de points de vue. C'est là où j'ai entendu parler pour la première fois de non-humains. Il avait raconté notamment l'histoire du métro Aramis, qui était un projet relativement sophistiqué sur le principe des télésièges débrayables pour ceux qui font du ski, c'est-à-dire que en arrivant à la station, les wagons concernés ralentissaient pour se garer et le reste continuait, ceux qui ne descendaient pas, le reste continuait, ce qui effectivement raccourcissait d'autant la durée du voyage. Mais ce système où il y a eu des maquettes en grandeur réelle n'a jamais fonctionné. L'interprétation de Bruno, c'est parce que ce métro n'avait pas été assez aimé. Le problème n'était pas technique, mais le problème était le rapport des acteurs, des constructeurs et des décideurs à ce métro. De même, il avait développé l'idée que malgré la biologie, Ramsès II n'avait pas pu mourir de la tuberculose puisque le bacille de Koch n'avait été découvert par Koch en 1882 et que c'était donc une forme un péché d'anachronisme, pour prendre Marc Bloch, de penser qu'il serait mort de la tuberculose. Et de même, pour Pasteur, il développait l'idée que si Pasteur a gagné contre ceux qui en tenaient pour la génération spontanée, c'est parce qu'il avait été meilleur politique.
Alors évidemment, ça nous, en tant qu'archéologue positiviste étroit, ça nous laissait un peu perplexes, puisqu'on se disait quand même que s'il n'y avait pas eu de microbes du tout, malgré tous les talents politiques de Pasteur, peut-être qu'il n'aurait pas pu imposer sa nouvelle théorie. Alors, si je cite ces 3 exemples, c'est parce que l'un des innombrables intérêts de Bruno Latour, c'est qu'on était toujours à la limite entre la provocation et un discours théorique sur la vérité scientifique, son caractère relatif, sachant qu'on était encore à cette époque, justement, mais vers la fin de ce que Lyotard ou d'autres appelaient les grands récits. Dans tous les cas, c'était évidemment extrêmement fécond, même si ce terme de non-humain nous laissait un peu perplexes, parce que d'une certaine façon, même si c'est censé donner plus de place au reste de la matière vivante, c'est quand même défini par rapport aux humains, donc avec un caractère anthropocentriste. Alors c'était aussi l'époque où il était à l'école des mines. Nous étions abonnés au précieux bulletin Pandore et à toutes effectivement ces développements avec Michel Calon sur le grand partage et sur effectivement qu'est-ce qui est vrai ou non. J'avais rencontré, il y avait à l'époque en thèse avec lui Pierre Lagrange, qui s'est spécialisé notamment dans l'apparition des extraterrestres et toutes ces croyances modernes, et avec toute cette zone qui fait que le grand partage peut effectivement se discuter. Pour rester dans la préhistoire, effectivement, il avait fêté ses 40 ans en 87 au château de Châtel-Perron. Je crois me souvenir que Luc Boltanski y était, dans mon souvenir, à Châtel-Perron, pour les 40 ans de Bruno Latour. Et comme on était à Châtel-Perron, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des grands sites éponymes de la préhistoire européenne. C'est une grotte qui a été fouillée au XIXe siècle à l'occasion du passage d'un chemin de fer et qui a permis de définir le Châtel perronien, pour lequel on ne sait toujours pas si c'était encore des néandertaliens qui avaient fait les outils en silex qu'on a retrouvés, ou déjà des Homo sapiens, ou les deux. Et donc, cette grande idée que tous dans cette salle, on a quelques gènes des humains néandertals et que ces espèces n'ont cessé de se mélanger et qu'il n'y a pas une origine et une ligne, eh bien, ça avait été l'occasion de l'exposer. C'est aussi le caractère festif de Bruno qui est, comme vous le savez, lié à une grande maison de Bourgogne. Et je me souviens aussi cette fois chez Pierre Lemonnier, il avait apporté une mythique bouteille de Corton Charlemagne qu'il avait de manière très égalitaire partagée. Alors, pour terminer, effectivement, j'ai eu moins l'occasion de suivre ses travaux les plus récents sur l'écologie, même si, du point de vue de la préhistoire et de la profondeur du temps, le destin d'Homo sapiens nous intéresse effectivement. Mais on a tendance à se dire qu'au fil des millénaires, c'est une espèce qui est extraordinairement invasive, d'une part, et adaptative, qui était capable, espèce africaine à l'origine, de s'adapter à tous les milieux terrestres les plus chauds et les plus froids, de résister à toutes les maladies, à toutes les guerres, etc. Donc on a tendance à se dire qu'au fil des millénaires, tant qu'il restera au fil des conflits, du remontée de niveau de la mer, de la désertification, tant qu'il restera quelques dizaines de milliers d'Homo sapiens, on pourra recommencer comme avant, puisque c'était à peu près le nombre qu'on était tout au début. Donc je termine sur cette note optimiste. Merci.
dois avouer que grâce à Chantal et Bruno, je suis comme vous toujours convaincu que presque toute la race humaine commence à Châtel-Perron. C'est bien évident. Maintenant, la parole passe à Arnaud Esquer, sociologue et polymathe, expert sur les vampires. Monsieur. Merci. Lors d'un entretien que Bruno Latour nous avait donné à Jeanne Lazarus, l'actuelle doyenne du Collège universitaire de Sciences Po, et moi-même, pour la Vie des idées, à l'occasion de la publication de l'enquête sur les modes d'existence, il nous avait annoncé avoir mis sur l'étagère des vieilleries la théorie de l'acteur réseau qu'on lui associait jusqu'alors. C'était, disait-il, je le cite, « encore trop 20e siècle ». Nous étions en 2012 et une telle déclaration était troublante pour un sociologue qui, comme moi, était âgé d'une vingtaine d'années dans les années 1990 et qui tenait précisément la théorie de l'acteur réseau pour une théorie sociologique lui permettant d'entrer dans le 21e siècle avec assurance, laissant derrière elle d'autres théories de la même discipline, notamment celle de la sociologie dite critique, qui semblait trop datée, trop précisément 20e siècle. Une théorie sociologique. On a pu présenter la théorie de l'acteur réseau comme une méthode, mais je l'arrangerai en suivant une distinction proposée par le sociologue allemand Andreas Reckwitz. Parmi les théories du social, celles qui développent des concepts fondamentaux d'analyse sociologique, par opposition aux théories de la société qui formulent des hypothèses fondamentales sur les structures, les phénomènes et les mécanismes qui se sont constitués au cours de l'histoire et qui concernent l'ensemble de la société. Il devrait aller de soi qu'une théorie sociologique soit l'œuvre d'un sociologue. Pourtant, on a récemment écrit, je cite Antoine Aignon, que Latour n'a jamais été sociologue dans Pragmata. Certes, au début des années 1980, dans Irréduction, Bruno Latour écrivait, je le cite, « Si l'on disait de la sociologie qu'elle est la science des associations, comme son nom l'indique, et non celle du social, comme on l'a fit au XIXe siècle, j'aimerais à nouveau me dire sociologue. » Fin de citation. 2006 paraît en français « Changer de société, refaire de la sociologie », le titre français, tandis qu'est réédité à la découverte La Clé de Berlin avec ce nouveau titre « Petite leçon de sociologie des sciences ». Si l'on se réfère au titre et au sous-titre suivant le mode préposition qui nous évite de faire des erreurs de catégorie, Bruno Latour était bien alors l'auteur d'ouvrages de sociologie. À cette époque, les années 1990 et le début des années 2000, la sociologie française était dominée par Pierre Bourdieu, qui avait éclipsé les autres sociologues de sa génération encore vivants, ainsi que ceux de la génération qui l'avait précédé, si bien qu'il semblait difficile d'imaginer que l'on puisse faire de la sociologie autrement. Pourtant, il était possible de faire de la sociologie autrement dans un espace vivant, joyeux et parfois tumultueux, situé, puisqu'il faut toujours localiser, à Paris, entre la rue Monsieur-le-Prince et le boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire le CSI, le Centre de sociologie de l'innovation, boulevard Saint-Michel, et le GSPM, le groupe de sociologie politique et morale, dont la plupart des noms des sociologues se retrouvent listés dans Changer de société, refaire de la sociologie. On l'a dit, Bruno Latour était dans un laboratoire de sociologie, il a fait ici le Media Lab. C'était un sociologue aux yeux d'autres sociologues, si l'on se tourne vers l'analyse bibliométrique. Andrew Abbott et Étienne Ollion ont montré que de 1970 à 2021, dans les revues de sociologie aux États-Unis, ces revues qui garantissent l'autocontrôle de la discipline, les trois sociologues les plus cités étaient dans l'ordre Émile Durkheim, Pierre Bourdieu et Bruno Latour, loin devant les autres. Et c'était aussi un sociologue controversé, cible d'attaque d'autres sociologues, au premier rang desquels Pierre Bourdieu, dans son cours au Collège de France, publié sitôt prononcé en 2001, controverse que Bruno Latour avait lui-même mise en scène à plusieurs reprises, en particulier à partir de l'opposition, comme on l'a déjà évoqué, entre Émile Durkheim, incarné par Bruno Karsenty, et Gabriel Tarde, qui l'interprétait.
Alors qu'on s'est peu interrogé sur le fait que pour Pierre Bourdieu, je cite son cours de sociologie générale, la sociologie est de la théologie, on a attaqué la sociologie de Bruno Latour en lui reprochant son catholicisme pour tenter de la disqualifier. Dans un article publié dans Esprit en 2007, une sociologue traque dans Changer de société un supposé, je la cite, arrière-plan normatif, théologique, judéo-chrétien, catholique, une citation, qui placerait la théorie de l'acteur réseau au, je la cite encore, antipode de la discipline sociologique, fin de citation. Sur quoi se fonde cette attaque? Sur le fait que la sociologie proposée par Bruno Latour propose de résoudre des énigmes, des mystères, ce qui la rendrait religieuse, et sur l'attention prêtée aux médiations, ce qui la rendrait plus particulièrement catholique. Pourtant, d'après Thomas Kuhn, l'énigme est au cœur de la science. Dans son texte sur la logique de la découverte, Thomas Kuhn explique en effet que si un scientifique tel qu'un astronome réalise une prévision erronée, il est confronté à une énigme qu'il se donne pour objectif de résoudre en faisant de nouvelles observations et de nouveaux calculs, tandis qu'un astrologue n'a affaire à aucune énigme car il trouve une explication à tout échec. Bruno Latour, comme on l'a dit ce matin, ne faisait pas mystère de son catholicisme et ce qu'il nous a appris, c'était qu'il ne fallait pas le chercher là où il n'y était pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à le révéler dans des textes où il n'est pas question, alors qu'il est revendiqué dans d'autres textes. Toujours ces problèmes d'erreur de catégorie. Alors, Latour nous proposait donc de faire de la sociologie autrement à partir de la théorie de l'acteur réseau. Et en mettant l'accent sur les controverses, un mot qui n'a pas été, j'ai l'impression, beaucoup évoqué à part au début de cette séance, qui nous permettait de saisir des objets qui auraient été autrement insaisissables. Et il mettait l'accent sur le fait que le changement d'échelle, je le cite, est la contribution la plus ancienne et selon lui la plus décisive de la sociologie de l'acteur réseau. La sociologie de Pierre Bourdieu, et telle qu'elle est encore le plus souvent pratiquée, ne permet en général de saisir que des groupes sociaux. Et la conception de l'espace est celle du champ, c'est-à-dire en fait que les signes, les acteurs, les humains sont positionnés les uns par rapport aux autres sous forme de signes, et le problème est de savoir si l'on peut se déplacer dans cet espace quasiment immobile. Chez Latour, évidemment, la conception s'organise, on le sait, à partir de réseaux qui aplatissent cet espace, et le problème est de savoir comment, alors que des mouvements sont incessants, des stabilités peuvent s'étendre et perdurer. Je dirais que le modèle du réseau m'apparaît aujourd'hui être moins celui des villes traversées par le réseau des transports en commun, comme on l'a évoqué, en serrant des constructions qui forment le plasma, que celui de la langue. C'est qu'il n'y a dans la langue ni micro ni macro, on parle toujours de manière localisée, en contexte, tout en mobilisant une structure du langage. Et pour citer Latour, le problème demeure toujours de respecter les différences sans pour autant passer par l'absolu, comme il le dit dans Petite leçon des sociologies des sciences. Philippe Pignard posait la question ce matin de savoir comment hériter de Bruno Latour. Je dirais que quand changent les générations, on peut ne pas hériter des conflits du passé. Et dès lors, on peut se poser la question de savoir à quelles conditions il serait possible d'articuler la théorie de l'acteur réseau et d'autres théories, dont celle de la sociologie critique. On a mis l'accent sur l'absence du pouvoir, de la domination dans la théorie de l'acteur réseau. Toutefois, imaginez qu'on veuille faire passer, je dirais, le chameau de la domination dans le chat de l'aiguille du réseau n'est probablement pas la bonne manière de chercher à poser le problème. Je proposerais plutôt de partir des conceptions que j'ai évoquées de l'espace social, soit d'un côté un espace immobile constitué de positions différenciées les unes par rapport aux autres, avec le problème de savoir comment se déplacer, et de l'autre côté, un espace trié de lignes de déplacement, le problème étant de savoir comment instaurer et garder de l'immobilité. Ce sont ces deux approches de l'espace social qu'il convient d'articuler, peut-être en recourant d'ailleurs à des expérimentations théâtrales telles que celles proposées par Frédéric Aetoiti et Bruno Latour, et probablement en utilisant des dispositifs d'équivalence, à commencer par les catégories juridiques, mais peut-être en desserrant l'étau
de la théorie internaliste du droit proposée par Bruno Latour. Je terminerai en évoquant l'horizon qui s'est imposé dans l'œuvre de Latour avec le surgissement de Gaïa, horizon qui manque à l'œuvre de Pierre Bourdieu. Que peut-il se passer d'ici à cet horizon ? En réalité, nous n'en savons rien ou pas grand-chose, mais peut-être qu'en articulant les deux approches de l'espace social que j'ai évoquées, nous pourrions en savoir davantage sur ce qui nous arrive et même sur ce qui va nous arriver. Je vous remercie. Merci Arnaud. On termine la table ronde avec une intervention de Dominique Linhart, sociologue de l'État. C'est une vocation absolument à propos à Paris aujourd'hui. Dominique. Merci. Vas-y. Alors je voudrais commencer moi aussi. Oh, pardon, le micro. Vous m'entendez là ? Alors je voudrais commencer par remercier Philippe Descola, Bruno Carcenti, Michel Gardette et tous ceux qui ont œuvré à rendre cet événement possible. Je ne suis pas encore tout à fait certain de leur savoir-gré de m'y avoir convié. D'évidence, je n'émarge pas à ce que Frédéric Gros a appelé ce matin les études latouriennes. J'ai connu Bruno Latour il y a longtemps. Il a été mon professeur, j'ai été son étudiant. Je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il m'a appris et je lui voue un amour indéfectible. De là à considérer que je puisse dire quelque chose qui soit propre à intéresser notre Assemblée, il y a un pas que le pessimiste en moi rechigne à accomplir. Je vais néanmoins essayer en adoptant une forme particulière. J'ai eu la chance, dans le contexte que je viens d'évoquer, de participer au séminaire doctoral que Bruno Latour animait à l'école des Mines et qui a déjà été évoqué ce matin. Chaque semaine, nous nous réunissions à une vingtaine dans la célèbre salle Saint-Jacques. Ce séminaire, que Bruno Latour préférait appeler « atelier de fabrication de thèse », était un lieu tout à fait étonnant, marqué par l'esprit d'expérimentation et d'inventivité qu'il y insufflait. Parmi les innovations pédagogiques mises en œuvre, la plus emblématique est sans doute la page d'écriture. Pour un problème préalablement défini, Bruno Latour nous demandait de nous présenter au séminaire avec un texte tenant sur le recto d'une feuille. Les textes ainsi produits étaient lus à haute voix et la discussion naissait de leur confrontation. C'est devant l'océan de perplexité qui s'est ouvert devant moi en prenant connaissance des consignes de la tâche à laquelle nous étions appelés à nous atteler aujourd'hui que j'ai repensé à la page d'écriture. Comment parler en 10 minutes d'un aspect important d'une œuvre aussi riche, dense et nerveuse que celle de Bruno Latour ? Or, la page d'écriture m'avait appris qu'on peut aborder un sujet, même complexe, avec une relative économie de moyens, à condition de substituer la recherche de la certitude assertive par celle de la perception d'un monde possible. C'est dans la rémanence de cet exercice que je vais poursuivre par la lecture d'un court texte élaboré dans l'esprit de la page d'écriture, mais en substituant la contrainte du recto par celle des 10 minutes qui nous ont été fixées, ou plutôt les 8 qui me restent, tout en espérant avoir une petite indulgence en termes de 2-3 minutes. Alors, je réalise parfaitement le caractère quelque peu artificiel de cette démarche, tant la situation dans laquelle nous nous trouvons est incomparable à celle qui était la nôtre dans la salle Saint-Jacques. Mais peu importe. Ce qui compte à mes yeux est que vous receviez mon propos comme nous nous y astreignions dans la salle Saint-Jacques, non comme une interprétation, mais comme l'expression d'une possibilité. Pour cela, disait Bruno Latour, il suffit d'une occurrence. Un exercice de sociologie dans l'esprit de Bruno Latour. En août 2023, le MEDEF, la principale organisation patronale française, invite Jean Jouzel à son université d'été. Climatologue de renom, médaille d'or du CNRS, lauréat du prix Vetlesen, il est une sommité scientifique. Membre du GIEC depuis sa création, il a occupé le poste de vice-président du groupe de travail sur les bases physiques du changement climatique entre 2002 et 2015. Le débat l'opposant à Patrick Pouyanné
PDG du groupe Total Énergie, est présenté comme le point d'orgue de sa visite. Après avoir rapidement rappelé les causes et les effets du dérèglement climatique, Jean Jouzel insiste sur la nécessité, reconnue par toute la communauté scientifique, d'arrêter immédiatement toute nouvelle extraction de combustibles fossiles. C'est une obligation, soutient-il, si l'on veut contenir le réchauffement dans les limites fixées par l'accord de Paris. Patrick Pouyanné prend alors la parole et rétorque. « Je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Je dois assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. » Le lendemain, interrogé par des journalistes, Patrick Martin, le président du syndicat patronal, abonde dans le même sens, tout en essayant, maladroitement, de nuancer le propos. Il faut que nous soyons réalistes, pas sur les finalités, pas sur les calendriers, étranges, mais sur les modalités. Cet épisode a les traits de ces moments révélateurs de la vie publique dont Bruno Latour aimait parfois se servir pour souligner, avec une pointe de malice, qu'il l'avait bien dit. Je ne sais pas si en août 2023, il avait encore le goût de s'intéresser aux tribulations de Jean Jouzel au MEDEF. À plus forte raison, j'ignore quel trait d'esprit elle aurait pu lui inspirer. Reste que l'attitude des chefs d'entreprise souligne une réalité troublante qui, à titre personnel, m'a immédiatement frappé. Les climatologues sont maintenant amenés à faire, sans doute à l'instar de beaucoup d'autres scientifiques, des expériences publiques analogues à celles que les sociologues font depuis toujours. Les scientifiques consacrent leurs efforts à scruter les choses sous tous les angles possibles. Ils cherchent par tous les moyens à établir la validité des faits. Ils soumettent ces faits sans relâche à l'épreuve d'appareillages toujours plus sophistiqués. Ils font face au jugement sceptique de leurs pairs et à l'indifférence dont les institutions et le grand public font souvent preuve à leur égard. Mais en dépit de l'ardeur qu'ils y mettent, leurs connaissances et les réalités qu'ils mettent au jour risquent à tout moment d'être réduites à de simples avis, voire à de dangereuses utopies auxquelles on peut d'un revers de main opposer la vie réelle. Voilà le sort que les climatologues partagent désormais avec nous, les sociologues. Ce devenir sociologique des sciences de la nature ne devrait pas surprendre celui qui connaît les études, celles et ceux qui connaissent les études des sciences et des techniques, auxquelles Bruno Latour a apporté une impulsion décisive. En revanche, il est souvent oublié, y compris parmi les sociologues, que la tendance pour un aspect de la réalité à se manifester sous un aspect sociologique n'est jamais fortuite. Cela traduit toujours le fait que cette réalité a acquis une signification dans le processus de socialisation. Ce processus de socialisation est tout sauf mystérieux. Réduit à son concept, il renvoie à la tendance des sociétés à tendre vers davantage d'intégration et de différenciation. Sur le long cours de l'évolution des sociétés, cela signifie qu'un nombre toujours plus grand de groupes est intégré à des chaînes d'interdépendance de plus en plus longues et complexes. Les formes sociales qui nous sont devenues familières en sont un effet, mais c'est le cas aussi, et c'est sans doute plus intéressant, à celles qui sont en gestation en ce moment même. Or, cette ligne de transformation morphologique produit des effets tout à fait remarquables, qui sont en un sens l'objet même des sciences sociales. Par exemple, on a pu démontrer qu'elle est à l'origine d'un plus grand équilibre dans la balance des pouvoirs au sein des sociétés. De là découlent des attentes égalitaristes, qui favorisent par là même la démocratisation de l'organisation sociopolitique. Mais ce qui est le plus important pour nous ici, c'est que dans ce processus, les manières de connaître, et notamment de connaître les phénomènes naturels, se trouvent modifiées. Le type d'expérience que les sociétés anciennes avaient de ce qu'elles n'appelaient pas la nature, aussi riche soit-elle, cette expérience, est fondamentalement différente de celle qui prévaut depuis l'invention des sciences modernes. C'est ici que l'on touche au paradoxe si puissamment mis en lumière par Bruno Latour, dont nous n'avons jamais été modernes. Alors que la révolution scientifique exprime une poussée de socialisation qui soumet les savoirs scientifiques et les réalités qu'elles explorent au perspectivisme et au relationnisme propres à des sociétés plus intégrées et plus différenciées,
La représentation qui s'est imposée aura été celle du grand partage, disjoignant radicalement la nature de la société. Et alors que les laboratoires ont proliféré depuis cette date, élargissant sans cesse cette poussée de socialisation, dont les innovations techniques restituent les produits à la société plus large, cette représentation s'est maintenue contre vents et marées, plaçant les scientifiques dans une position qui les soustrait aux exigences de démocratisation toujours plus fortes. Dans ce contexte, le paradoxe mis en lumière par Bruno Latour s'est accentué avec le temps, étant donné que la représentation du grand partage est, à mesure que les sciences se développent, de moins en moins congruente avec les formes observables du travail scientifique. C'est dans ce mouvement qu'il convient, me semble-t-il, de restituer l'apparition des études sociales des sciences et des techniques, ainsi que la dimension de l'œuvre latourienne qui en relève. Revenons alors un instant à la situation rencontrée par Jean Jouzel lors de l'université d'été du MEDEF. Interrogé quelques jours plus tard par des journalistes, il fait part de sa déception. Bien qu'il ait décrit les choses comme elles sont, c'est lui qui le dit, il aurait reçu un accueil glacial. Le patron de Total Energy lui ayant expliqué pourquoi il allait continuer comme avant. Sa réaction pointe donc le manque de civilité de ses hôtes. De fait, en restant prisonnier du grand partage, il lui est difficile d'aller au-delà et de soulever, ne serait-ce que du bout des lèvres, la question du nouveau régime climatique. S'en affranchir lui aurait permis, à l'inverse, de politiser son conflit avec Patrick Pouyanné, de faire valoir que sa position est non seulement plus fidèle à la réalité, mais aussi plus conforme au degré de démocratisation des institutions et des connaissances scientifiques, aujourd'hui requises, et dont le GIEC est, quels que soient ses défauts, une manifestation éclatante. En poursuivant dans cette voie, il aurait même pu aller jusqu'à souligner que sa vision est plus juste parce qu'elle est plus démocratique, tout à l'inverse de celle de son pourfendeur. Ce qui m'attriste, ou le regret que j'ai personnellement, c'est que les sociologues, aujourd'hui encore, dans leur grande majorité, ne lui seraient d'aucun secours pour aller dans cette direction. Tout au plus peuvent-ils lui témoigner leur compréhension, mais non lui donner une prise effective sur son expérience. Car, par un paradoxe que nous n'avons pas fini d'élucider, et c'est celui que Luc Boltanski vient de rappeler, les sociologues, dans leur grande majorité, se sont appropriés le grand partage. Cherchant à imiter la démarche des scientifiques, ils ont en quelque sorte naturalisé la société dans le but d'en revendiquer l'expertise. C'est sans doute l'une des sources des mots très durs que Bruno Latour a souvent réservés aux sociologues et dont seules quelques exceptions, dont l'un vient de parler, réchappaient. Mais c'est aussi la raison pour laquelle un jeune sociologue comme moi, passablement agacé par la perte de sens de sa discipline, a vécu, dans la rencontre avec Bruno Latour, un bouleversement considérable et a pu avoir, en même temps, le sentiment de trouver auprès de lui un refuge, un foyer et une école. Toutefois, vous l'aurez sans doute compris, cela ne m'a pas conduit jusqu'à endosser pleinement l'idée que l'acteur réseau puisse réassembler le social. Pour reprendre ce langage qui n'est pas le mien, je crois au contraire à la nécessité de penser que c'est la société, avec ses forces propres, qui réassemble l'acteur réseau. Je vous remercie. Bon, je suis très reconnaissant, comme vous, je suis sûr, de la richesse et de la breveté des présentations qui nous ont présenté un portrait composé et richissime de Bruno et de ses projets et de ses futurs, ses avenirs, ses écoles qui viennent. On nous reste une trentaine de minutes. Je profite, si j'ose dire,
de présenter une question moi-même. C'est la présence qui, à mon avis, est très frappante chez Latour de l'iconographie, du graphisme, pour ainsi dire. Du début, c'est-à-dire Laboratory Life, jusqu'au fin. Et c'était très évident dans la présentation d'Alexandra, dans Terra Forma. Et je voudrais savoir si c'est possible de nos collègues, s'il y a des réflexions un peu plus profondes sur les liens entre les projets latouriens et la sociologie dite classique vis-à-vis le graphisme, la présence des images, de l'iconographie comme outil et comme thème de l'analyse et surtout dans la pédagogie. Est-ce que c'est une question auquel on peut répondre? Sinon, je peux dire un mot de ce problème des images. J'en dirais d'autant plus volontiers qu'on essaye d'en mettre dans une collection que Frédéric Aïtouati et moi-même avons lancé cet automne au Seuil. Et il y avait des images dans l'œuvre de Bruno Latour, mais je dirais dans une partie de son œuvre, et sauf sous la réserve de l'avis de Philippe, les images ont disparu pour une grande partie ensuite. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y avait aussi des images dans l'œuvre de Pierre Bourdieu. Dans la distinction, il y avait des images, et donc il y a eu un moment donné, en fait, je dirais dans les années 70-80, enfin je dirais comme ça, où il y avait des images, et où ensuite il y a eu moins d'images, on dirait, dans la sociologie classique. Après, la question du statut des images, peut-être, est différente, mais dans les modes d'existence, il n'y a pas d'images. Oui, je peux peut-être ajouter un tout petit mot, c'est que dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, la revue était fondée largement sur des images qui étaient utilisées comme des concepts et qui donnaient lieu à des analyses et à des combinaisons. Mais je ne sais pas pourquoi la sociologie, qu'elle soit classique ou latourienne, a abandonné ces façons de faire, en remplaçant d'ailleurs par des petits schémas qui d'habitude sont illisibles. Je peux rajouter un mot aussi. Votre question me fait penser à, je crois que c'est un texte et même un dossier de revue qui a été réalisé par Bruno Latour dans les années 80, je pense, qui s'appelait « Les vues de l'esprit ». oui. Je pense que son usage des images est adossé à ce qu'il a lui-même théorisé d'une certaine façon dans les vues de l'esprit. Ah, pardon. Ce qu'il a théorisé dans les vues de l'esprit. Et je trouve que c'est très, c'est très caractéristique au fond de ce que j'ai essayé de dire là, c'est-à-dire que plus les sociétés s'intègrent et se différencient, plus il y a un niveau de réflexivité qui est requis pour se saisir de cette complexité qui se dévoile. Et je pense que ces pratiques un peu expérimentales de Bruno, en fait, sont la manifestation de cette réflexivité qui devait aussi passer par les images en tant qu'elles sont des vues de l'esprit, des vues de la réflexivité d'une certaine façon. Je ne sais pas, en tout cas, dans son travail avec nous, c'était inhérent. Enfin, c'était... Voilà, je ne pourrais pas dire plus qu'il nous envoyait des textes avec des petits schémas, et puis on essayait de reprendre. Ce n'était pas non plus que de l'image, mais c'était aussi de l'espace. C'était aussi du théâtre, aussi. Ça, voilà, il y avait... c'était des formes qui ne passaient pas par le langage, et encore, parce que c'était lié, enfin, c'était toujours quelque chose ensemble. Et je pense qu'il y a un diagramme assez fort, c'est les 7 planètes. Je ne l'ai pas montré, je ne sais pas si vous savez un petit peu de quoi je parle, mais en gros, c'est la représentation dont on n'habite pas dans le même monde, et on peut visualiser 7 planètes qui font référence à des façons de concevoir le monde, se le représenter et de l'habiter, et finalement d'avoir des actions dedans. Donc il y avait un lien quand même assez fort entre concept, action,
je pense, par cette écriture diagrammatique qu'il avait en fait. Ce qui m'a frappé, c'était tout simple. C'était bien évident que c'était impossible de faire penser la zone critique sans le faire voir. Et sans le faire voir, comme tu as si magnifiquement nous montré, sans une cartographie dynamique. Mais il y avait une question aussi, c'était que c'était une question qui avait été soumise aux scientifiques par Bruno. C'est le fait de, on ne voit pas la zone critique, et c'est un problème en fait, parce qu'en science, on utilise, tu le disais tout à l'heure, des schémas, des diagrammes, les scientifiques pensent aussi par ça, et le fait de n'avoir pas de représentation de la zone critique était un problème qui a été soumis à Bruno, et donc à moi par ricochet, et puis voilà, d'où ce travail est parti. Juste une question technique, est-ce qu'il y avait Micro, il faut combiner. Est-ce qu'il y avait une les infrastructure images de avec les données sons. derrière les images? C'est-à-dire que comment elles étaient fabriquées en fait? Alors, ça dépend lesquels. C'est des diagrammes, il n'y a pas forcément de données. Mais par contre, le reste des cartes, oui, c'est des données des observatoires de la zone critique. Donc, c'est des instrumentations avec des capteurs. Voilà, que Jérôme en parlera sûrement Donc, il y avait demain. une chaîne d'inscription. Bien sûr, oui. Et c'est très important dans cette chaîne d'inscription de pouvoir revenir aussi aux données des instruments. Mais effectivement, après, il y a tout un ensemble de traductions qui fait qu'elles sont mises dans une cartographie ou enfin, voilà. Excellent. Maintenant, il faut passer la parole à l'assistance. J'imagine qu'il y a des questions, sinon des corrections. Oui, notiez. Ça marche? Oui. Je vais poser la question en anglais, mais je vais parler lentement. Ou peut-être mieux, je vais commencer en français et puis continuer en anglais. Alors, c'est une question sur... Comme la guerre de 100 ans. Exactement. C'est sur la distinction que quelqu'un de vous a invoquée. D'une part, on a la sociologie de la société et à l'autre côté, la sociologie de l'acteur réseau. And I wonder how much sort of consistency or coherence that opposition will have in the coming years as sociology develops. Dominique brought in a terminology from Norbert Elias, the notion of functional democratization. And I mean, when I studied sociology at the University of Amsterdam, I too was inoculated in this opposition. There's the sociology of Norbert Elias, there's the sociology of their actor networks, and you must choose. I had to choose when I was 19. But of course, figuration and actor network formation, there are many similarities. If you look conceptually at the conception of figuration in Elias and the concept of reassembly of the network in A&T. So I wonder, what is it not part a kind of an artifact of method? You know, that because A&T, with his ethnographic method, had a more of a presentist focus on a sort of contained historical time as compared to Elias. So I wonder how much scope is there for breaking down that opposition and not buying it? C'est une question très compliquée et c'est difficile d'y répondre sans y avoir réfléchi avant. C'est vrai que il y a une terminologie en fait qui semble commune. Réseau, rhizome, il y a des schémas chez Elias, on voit voilà, ces réseaux se former avec des valences ouvertes et des valences fermées, etc.
je pense que là où on doit réfléchir à la jonction, c'est quand même dans l'écart qui a été produit. À savoir que chez Norbert Elias, le réseau qu'il exhibe, c'est un réseau d'humains. C'est un réseau d'humains dans lequel les choses apparaissent au mieux sous la forme de symboles. C'est la théorie des symboles qui est son dernier grand livre. Ce sont des symbolisations. Les images, par exemple, dont on parle, c'est typiquement ces symboles dont parlait Norbert Elias. Donc c'est quelque chose qui se joue en fait dans la conscience des sociétés. L'acteur réseau tel que je l'ai compris, mais en réalité je l'ai assez peu pratiqué moi à titre personnel, j'ai compris qu'il y avait une autre forme de réalisme en fait qui se déployait, hein, et qui était liée à cette idée d'y intégrer des entités non humaines, hein, autrement que sous la forme de simples symboles. Voilà. Donc la question à laquelle je n'ai pas de réponse est que si jonction s'opérait, hein, ce que je trouverais intéressant, parce que évidemment dans la sociologie mannheimienne et eliasienne, il y a par exemple la question du processus historique, il y a la question de la philosophie de l'histoire en fait, qui est très présente, qui me semble très absente du côté de l'acteur réseau. Il y a par exemple la question de savoir s'il est possible d'introduire dans l'acteur réseau, dans la théorie de l'acteur réseau, quelque chose comme une philosophie de l'histoire, m'intéresserait personnellement beaucoup, mais j'ai absolument aucune réponse à ça au stade actuel des choses. Voilà comment je peux répondre. C'est très insuffisant, mais... Est-ce qu'il y a des autres réponses? La question c'est, est-ce que la distinction, sinon la bataille entre théorie acteur réseau et par exemple la tradition de Elias en la sociologie est immortelle ou pas? De Elias. De Elias. Et comment? Et la théorie acteur réseau. Est-ce que c'est une contrainte immortelle? Répète la question posée. En fait. Vas-y. Non, j'ai pas. Vas-y. Non, j'ai pas grand-chose à enfin, comment dire. Enfin, c'est pas des questions que je me, en tout cas que moi je me pose en tant que. La question que je me pose, c'est est-ce que les concepts qu'on utilise sont opérateurs ou pas par rapport aux enquêtes qu'on a envie de faire pour redécrire le monde. En tout cas, c'est exactement le. Donc en fait. Savoir si la théorie d'Elias et celle de Latour ont des écarts ou des voisinages, c'est des questions qui peuvent être intéressantes du point de vue de l'histoire de la discipline, mais la question c'est est-ce qu'on peut s'en servir ou pas pour faire des enquêtes. Voilà. Et pour moi, c'est pas trop une question. Oui, je un petit mot sur la question de l'acteur réseau. Je crois que le fait que Latour ait commencé par la science et par les innovateurs en sciences et que son labo s'était beaucoup tourné sur l'innovation technique, étant un labo d'une école d'ingénieurs, il a été très attentif, non pas à ce qui se totalisait et à ce qui semblait stable. Il a été très attentif aux stratégies mises en œuvre pour se faire un chemin à l'intérieur d'un ensemble complexe pour accumuler du capital de science dans le cas des scientifiques. Il y a un article dont nous parlions ensemble en déjeunant, Arnaud et moi, qui est la comparaison magnifique d'un savant qui déclare qu'il travaille vite fait et mal fait, qui passe ensuite à un autre. Et l'article porte le dernier des grands capitalistes. Et donc... le dernier des grands capitalistes sauvages. Sauvages. Le dernier des grands capitalistes sauvages. Et donc Latour a fabriqué pour la sociologie des outils extrêmement performants pour dessiner la façon dont la totalité n'était jamais finie, dont elle ne totalisait jamais. La façon dont la totalité, la soi-disant totalité, qui était celle de
de l'État et de ses institutions, ne totalisait jamais. Et donc pour tracer la façon dont les acteurs pouvaient développer des stratégies généralement concurrentielles à cette époque de l'œuvre de Latour, pour modifier. Il s'intéressait moins à ceux qui échouaient, il s'intéressait surtout à ceux qui réussissaient, pour réussir et transformer. Ce n'est pas du tout le point de vue d'Élias, qui, bien que d'une certaine façon, le point de vue d'Élias, c'est comment la totalité change à partir de choses tout à fait mineures, comme le fait de se mettre les doigts dans le nez en public, ou comme le fait bref, je vais m'arrêter là. Mais chez Élias, c'est très différent parce que ça part de Freud. Freud est absolument central pour comprendre Élias. Élias, c'est vraiment, avec celle de Bateson, la grande tentative pour allier, et celle du courant américain culture and personality, la grande tentative pour associer du social, puisqu'on parlait encore de social, du social et de la psychologie des profondeurs façon Freud. Et donc, du même coup, c'est pas tellement par la connexion chez Élias que se fait le changement ou la destruction de la totalité. C'est par l'acceptation ou le rejet des conduites de chaque individu en tant qu'elles trahissent ses pulsions. Philippe, vous avez besoin d'un micro. Plutôt une question pour Arnaud. Moi, dans ma mémoire, l'idée de la théorie de l'acteur réseau, Bruno y avait complètement renoncé. Il n'en parlait plus du tout à un certain moment. Et il n'en parle plus au même moment. Il ne dit plus qu'il est sociologue des sciences. Il ne dit plus qu'il fait de la sociologie. Il dit qu'il fait de l'anthropologie des sciences. Alors, je ne sais pas si les anthropologues ont été ravis de voir Bruno quitter le domaine de la sociologie, arriver chez eux. Bon, mais on est avec l'idée qu'effectivement, dans le domaine de l'anthropologie, quelque part, il y avait peut-être plus de liberté. La question des gros concepts comme société, etc., n'existait beaucoup moins, était beaucoup moins paralysante. Mais ce qui était frappant dans la question de l'acteur réseau et qui posait problème, c'est qu'il écrit à un moment donné que l'objectivité naît des réseaux les plus longs. Plus les réseaux deviennent longs, plus c'est objectif. Et là, je me souviens d'une controverse très forte. Isabelle Stengers a tapé à coups redoublés sur cette idée-là, parce qu'elle venait en contradiction avec l'idée d'une anthropologie symétrique, par ailleurs. L'idée de la symétrie, qui est une idée importante chez Bruno aussi. C'est que si les réseaux longs, si l'objectivité, ce qu'on pouvait appeler scientifique, c'est le résultat de réseaux très longs. Alors Isabelle prenait toujours cet exemple du DSM-4 ou du DSM-3, c'est-à-dire qu'il y a quand même le diagnostic de classification des troubles mentaux créé par les Américains. C'est vraiment un réseau extraordinairement puissant, long, allongé, qui va partout dans le monde, qui redéfinit toutes les disciplines, etc. Et est-ce que ça en fait quelque chose de scientifique ? Je crois que c'est pas, on ne peut pas dire c'est parce qu'il est long qu'il est objectif et scientifique. Donc là, il y a eu vraiment une grosse controverse avec Isabelle, c'est une rare fois où Isabelle a dit non à cette idée-là. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et voilà, je voulais revenir là-dessus. Et l'autre chose que je pensais par rapport à Alexandra, c'est Bruno était très attaché, peut-être encore plus qu'aux images, aux cartographies, au mapping. En gros, il a fait un travail ici à Sciences Po sur la cartographie des controverses. Il a créé, inventé, développé des outils pour cartographier les controverses, entre autres les controverses scientifiques. Et cette idée évidemment, c'est un travail que tu as beaucoup développé avec Frédéric, avec toi, l'idée de la cartographie comme un outil clé de l'anthropologie actuelle. Et ça, c'est vrai quand on regarde le Feral Atlas dans lequel tu es d'ailleurs, certains de tes travaux y sont, qui a été fait par l'équipe d'Anna Tsing. Leur idée, c'est que tout doit pouvoir être cartographié. Il faut trouver les moyens de tout cartographier. Merci Philippe.
Non, mais j'ai voulu rappeler quelque chose qu'on a oublié à cause des derniers travaux de Bruno qui ont été très lus, très médiatisés, etc., que la manière dont il était reçu à la fin des années 90, au début des années 2000, notamment quand on était en sociologie, était tout à fait. On a du mal à se rendre compte que c'était tout à fait différent, en fait, de la manière dont on le recevait aujourd'hui. Tu as rappelé le principe de symétrie. Je l'interroge avec Jeanne Lazarus dans la même interview sur la question du devenir du principe de symétrie dans l'enquête sur les modes d'existence. Et il met le principe de symétrie avec la théorie de l'acteur réseau et il dit non mais le principe de symétrie, Philippe Descola est passé par là, il a fait tout le travail et donc il n'y a plus de nécessité en fait après le travail de Philippe Descola de revenir sur ce problème de principe de symétrie qui du coup était évacué. Mais il faut voir que je pense qu'on a du mal à se rendre compte que à cette époque, fin des années 90, début des années 2000, jusqu'à la mort de Bourdieu en 2002, Bruno Latour était considéré comme, avec Luc, c'était l'alternative marginale en fait. Et c'était une bouffée d'oxygène aussi parce que les concepts qui étaient proposés par Pierre Bourdieu étaient extrêmement figés. Ils n'avaient pas bougé depuis la fin des années 70, depuis les années 80. Et quand on était, moi j'avais une vingtaine d'années, enfin, comme Dominique d'ailleurs, et qu'on débarquait là, dans cet univers, il y avait sans arrêt des nouveaux concepts qui étaient inventés. Tout d'un coup, c'était extrêmement vivant. C'était tout, et des problèmes pouvaient être saisis qui ne pouvaient pas être saisis autrement. J'ai fait ma thèse sur les sexes. C'était Bruno le président de mon jury de thèse. J'ai fait ma thèse avec Luc. Et si tu veux, pour donner un exemple, si j'avais travaillé dans une perspective classique de la sociologie, j'aurais travaillé sur un groupe qui aurait été le groupe des personnes, ou bien qui lutte contre les sectes, ou bien un groupe qui est le groupe des personnes à l'intérieur d'une secte. En ayant une approche par les controverses, tout d'un coup, le sujet devenait pourquoi est-ce qu'on qualifie un groupe de secte et pourquoi est-ce que cette qualification s'appuie sur quelque chose qui est la manipulation mentale alors que ce n'était pas le cas avant les années 70. Donc, tout d'un coup, le problème devenait complètement différent. Et c'était une époque aussi où la question qui se posait, c'était celle du relativisme. Et Bruno revendiquait le terme de relativiste, et je le revendiquais aussi, ce qui n'empêche pas qu'on tienne à la vérité, par rapport à l'absolutisme qui était critiqué. Et donc, si tu veux, la théorie de l'acteur réseau, avec effectivement le problème du défaut du chaînage, c'est-à-dire où est-ce qu'on arrête le chaînage en fait de l'acteur, mais que Luc avait bien déjà souligné. Elle avait ses imperfections, mais par rapport à ce qui nous était proposé, c'était une bouffée d'air extraordinaire. Voilà. Oui, je voudrais poursuivre sur cette question d'acteur réseau, parce que et mettre en rapport deux périodes de l'œuvre de Bruno, celle de l'acteur réseau et celle des modes d'existence. Parce que l'acteur réseau posait une question à laquelle, à une certaine époque, Bruno n'apportait pas de réponse, qui était, est-ce qu'il y a une limite à l'extension des réseaux ou est-ce que la limite est purement empirique? Est-ce qu'on peut continuer à accrocher? Est-ce que c'est l'accrocheur qui finit par s'arrêter parce qu'il pense qu'il a accroché l'essentiel? Et il me semble que un peu comme les cités dans le livre que j'avais fait avec Thévenot de la justification, les modes d'existence, et avec tous les compromis, tous les mix, toutes les oppositions entre modes d'existence, construit un paysage dans lequel on ne peut plus accrocher sans difficulté tout avec tout. Il faut pour passer d'un certain mode d'existence à un autre, ou d'éléments d'un mode d'existence à l'élément d'un autre, ne pas seulement considérer qu'il y a un accrochage empirique qui s'est produit, mais travailler la façon dont les personnes ont dû prendre sur elles, si je puis dire,
pour que cet accrochage puisse se faire et tenir. Est-ce que vous voulez parler Antoine, il y a sur la Antoine. Juste cartographie? un mot sur la... Ah, oui, juste oui, enfin, Vas-y. entièrement raison, Philippe, sur plutôt la cartographie que les images, mais la cartographie, pas d'un point de vue surplombant. En fait, je crois que ce qui l'intéressait aussi, c'est de pouvoir redécrire des territoires, pas d'un point de vue, voilà, comme la géographie quelque part, où on a des limites, des bordures entre États, mais qu'est-ce qui fait les points de vie, des terrains de vie de chaque entité qui se déplace. Maintenant, il y a une question de mouvement aussi qui se déplace et qui peut être humaine comme non humaine. Que c'est finalement cette interaction, cet entrelacement qui va faire un territoire et pas la carte. Donc, il y a aussi une réflexion derrière sur une redescription des territoires, mais ça, qui est aussi qui fait référence à la géophilosophie, c'est ça, la régionalisation des modes de pensée dont Didier Debès parlait ce matin, c'est de régionaliser nos modes de pensée finalement, voilà, de les ancrer dans un où et quand et comment. Bon. Juste une petite remarque, un peu le sparadrap. L'acteur Network Theory, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Je voudrais vous rappeler que c'est quelque chose que ni Calon ni Latour n'ont revendiqué. C'est une étiquette anglo-saxonne. Et comme c'est l'amour des commerciaux, les Anglais, donc ils ont trouvé ANT, ça démarre. Mais il y avait deux remarques. Il y en avait une à la fois superficielle et profonde, donc à la Bruno, qui était faite par Bruno, qui était acteur Network Theory. Les trois mots sont le contraire de ce qu'on raconte. Il n'y a pas d'acteur, mais il y a des actants, de l'agentivité distribuée. Réseau, c'est homogène. Réseau, c'est des filets de pêcheurs, donc les mêmes liens, pas du tout. Il n'y a pas deux liens qui sont de même nature. Quant à la théorie, ce qu'il voulait, c'est un outil pour comprendre les choses. Donc tout, sauf faire une théorie générale. Donc les trois mots étaient faux. Et puis, historiquement, plus précisément, peut-être, Calon a rappelé que ce n'était pas du tout leur idée que Acteur Network devienne le symbole de leur théorie, parce qu'au contraire, au début, avec cette idée de distribuer l'agency, en gros, c'était un couple, avec Acteur Réseau du côté des tout petits liens là, et Acteur Monde. Alors, si vous rajoutez Acteur Monde à Acteur Network, le sens commun qui s'est répandu partout, de ces réductionnistes qui voient que des petits liens locaux, tombe. Donc aucun des deux n'a vraiment jamais revendiqué. Alors, ils sont surtout dit ça en séminaire privé, où on s'est surtout beaucoup moqué d'Acteur Réseau entre nous, ce qui n'était peut-être pas très malin, parce que partout ailleurs dans le monde, Bruno Latour égale, et Calon encore plus, égale ANT. La petite fourmi a eu des dégâts. Oui, c'est pas du tout la première fois qu'un mec du Grande-Bretagne qui s'appelle John Law est arrivé en France pour convaincre les bourses, les banques et le grand monarque qu'on peut marchandiser les conseils avec un profit impensable. C'est à peu près la deuxième fois qu'un mec comme John Law l'a fait. Une dernière question. Non. Pour préserver le bon sens, à mon avis, il faut maintenir la possibilité d'une pause de 20 minutes. Donc, on doit nous rejoindre pour l'irréduction à 4h20 à peu près. Mais avant ça, il faut féliciter et remercier nos chers collègues dans cette table ronde. Merci.